Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en cette belle matinée de début d'automne. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour ouvrir ce bal de cette belle grande journée du sommet des médias sociaux. Comme Isabelle le disait avec justesse tantôt, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on fait cette journée-là. Ce n'est pas la première que je fais. L'an passé, j'y étais dans la même plage horaire pour ouvrir le bal. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui, puis j'ai le privilège d'avoir ce beau rôle parce que ça fait assez longtemps que je fais ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'étaient pas là l'année passée, ben, comme on vient de le dire, j'ai le plaisir d'agir à titre de chargé de cours. J'enseigne à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke depuis quelques années. Agir à titre de consultant et d'investisseur également, après une longue carrière de 17 ans passés dans notre belle industrie, côté agence, où j'ai décidé d'ouvrir ce nouveau chapitre il y a tout juste un peu plus d'un an, qui s'appelle Redonner. Puis c'est ce que je fais un peu aujourd'hui à travers des initiatives comme celle-là. On a plein de choses à faire aujourd'hui. À main levée, plutôt que de passer mon temps à radoter sur l'année passée, à main levée, qui était là l'année passée est encore là aujourd'hui? On a quelques mains levées. OK, c'est super. Et donc, un public qui est là majoritairement pour la première fois. Et vous allez voir, on a toute une journée aujourd'hui. J'ai le goût de commencer en disant que ça a été toute une année. En pareille date ou à peu près l'année passée, je me prononçais sur l'état des lieux en stratégie de contenu numérique et en médias sociaux. Et il y a énormément de choses qui se sont déroulées depuis. Quand j'ai commencé à travailler sur l'allocution d'aujourd'hui, ben c'est pas la matière qui me manquait dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui et depuis un an. L'année passée, à cette même plage horaire, je vous partageais le fait qu'il y avait 3 grandes transformations stratégiques des médias sociaux et qui avaient des impératifs qui vont comme suit. D'abord, améliorer notre productivité, apprendre de l'IA pour les médias sociaux, pour augmenter notre productivité et gagner du temps. Deuxième point dont je vous parlais l'année passée, optimiser nos budgets. On était dans un contexte l'année passée où tous mes collègues, mes clients dans l'industrie me disaient, Jean-Seb, cette année, il faut faire de la magie en ligne. On nous dit de faire plus avec 15, 20, 25 de moins. Qu'est-ce qu'on fait et comment on réussit à y arriver? Troisième grand élément, je vous ai partagé pour la première fois la notion de 10x content, du contenu hero qui positionne la marque et qui prend le dessus sur le contenu que j'appelle mais. Tu sais, ce fameux contenu qu'on regarde, là, puis qui nous saoule un peu dans le doom scrolling de nos téléphones, du contenu de marque qui est là pour remplir de l'espace et qui, au final, études et chiffres à l'appui, font pas grand-chose. Très peu de portée organique, très peu d'appartenance à la marque, très peu de mémorabilité de ce contenu-là. On le met de côté au profit du contenu 10X. J'ai le goût de vous poser la question, dans la dernière année, depuis, à main levée, qui a intégré, puis là, je me suis fait spoiler ma question tantôt, qui a intégré l'IA d'une façon ou d'une autre dans son processus de planification, de production, de gestion des contenus numériques? Oui! OK, c'est cool, bravo! Bravo! Deuxième, qui a amélioré la mesure de l'impact de ces plateformes? Travailler avec des modèles, des hypothèses pour réussir à identifier quelque chose comme un retour sur investissement là-dedans. Je vois moins de mains levées, mais j'en vois quelques-unes. Bravo. Et enfin, qui a eu le courage, le guts, d'abolir le contenu? Mais c'est tough, hein? Je sais, c'est tough. Je sais, c'est tough. C'est tough à l'interne, c'est tough à l'externe, c'est tough avec les agences, c'est tough avec le comité de direction qui se dit, ben là, qu'est-ce que fait mon équipe? Ça fait 5 jours, 6 jours qu'ils n'ont pas publié. C'est tough. Mais ça prend beaucoup de courage, en effet, pour abolir ce contenu-là au profit du contenu que j'ai appelé l'an passé, le contenu 10X. Une année s'est écoulée et j'ai de nouveau 3 grands messages pour vous aujourd'hui. Le tout premier, les plateformes, dont on va amplement parler ce matin, vont bien grâce à la vidéo. J'entends encore du monde qui vient de me voir me dire « Facebook, c'est fini ». Ah ouais, hein? Checkez bien ce qui s'en vient. C'est pas fini. C'est pas fini. Les chiffres nous le démontrent. L'IA est adoptée, il n'y aura plus de retour en arrière. L'an passé, à pareille date, on discutait des aspects légaux de ça, des aspects organisationnels de ça. Depuis, l'image mentale qu'on se fait de l'IA a radicalement changé.
C'est un raz-de-marée. J'ai la prétention de dire que c'est une invention qui est aussi importante dans le développement que l'invention de l'électricité, carrément. Là. Je pense que ça va changer radicalement la façon avec laquelle nous travaillons, surtout dans l'industrie des services. Il n'y aura pas de retour en arrière. There's no going back. Les 4 opportunités dans un contexte exigeant, c'est mes 3 grands messages pour vous ce matin. Je vais essayer de sprinter ça en quelque chose comme 25 minutes. On commence avec le portrait actuel de la chose. On se doit de faire ça. Où est-ce qu'on en est? Dans les grands chiffres, là, on est à 5 milliards d'usagers actifs. On est à 62 de la population mondiale. Et Meta, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord avec, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, détiennent 3 des grandes plateformes actives là-dedans. Le cours de l'action de Meta n'a jamais si bien été. Il était ce matin là, à près de 600 $. Pareille date l'an passé, il était de 300 $. Le cours de l'action de Meta a à peu près doublé dans la dernière année. Dans la salle, qui a acheté du Meta dans son portfolio? Ça vaut la peine, c'est clair, c'est clair. C'est une compagnie qui va très bien. Les investissements ridicules et stratosphériques qu'ils ont faits dans le métavers, le truc que jamais personne n'a compris, où on oscillait entre un dégoût profond de « mais qu'est-ce que c'est ça, c'est là de même », mais aussi qui s'en vont avec ça. L'argent incroyable qu'ils ont investi là-dedans aurait coulé n'importe quelle compagnie qui n'est pas un volcan d'argent. Mais Meta, grâce à des revenus incroyables qui proviennent majoritairement à 85 % des publicités sociales que nous achetons, a réussi à surpasser ça, puis maintenant investit en VR, en réalité augmentée notamment, avec les annonces qui ont été faites l'an passé, et bien sûr en intelligence artificielle. Donc Meta, ça va super bien. Les médias sociaux dépassent enfin la télé, on le voit là, en termes de temps passé en ligne, d'investissement média. Les prédictions sont là. Ce sont des données qu'on voit à l'écran pour une population américaine. On n'a pas le même genre de données aussi récentes pour la population canadienne, mais on peut extrapoler. Ce sont des données qui sont assez facilement extrapolables. On est toujours en croissance au Canada. Si on scale down, on part du monde. Au Canada, on est à près de 32 millions d'usagers actifs en ce moment. Un taux de pénétration à peu près saturé à 82 %. On est à près de 2 heures par jour passées sur les plateformes sociales. Ceux qui étaient ici l'an passé voient qu'il y a un petit décalage. L'année passée, j'annonçais 2h03. Là, on est à 1h53. Il y a une question de métaux de sondage derrière ça. Ce qu'on garde en tête, c'est qu'on est à environ 2 heures de temps moyen par usager sur ces plateformes-là, et ce, à chaque jour. De façon générale, la courbe est inversement proportionnelle avec la tranche d'âge. Et les Canadiens utilisent en moyenne 6,4 plateformes par mois. Les médias sociaux préférés des Canadiens et Canadiennes, sans surprise, quand on leur pose la question « Quelle est ta plateforme sociale? » 21 % d'entre eux nous répondent « C'est Facebook ». 18 % d'entre eux nous répondent « C'est Instagram ». Et enfin, 11 % d'entre eux nous répondent « C'est TikTok ». Tout ça mis ensemble, on arrive à peu près à 50 %. Le 50 restant, c'est quoi? Bien, c'est des plateformes plus niches, des usagers qui ont répondu Snapchat, qui ont répondu Messenger, qui ont répondu d'autres choses. Mais les 3 plus grands, clairement, sont à l'écran en ce moment. En voyant ça, clairement, Facebook n'est pas encore mort. 2024, c'est la poursuite de la montée de TikTok au Canada, qui se hisse pour la première fois sur le podium des 3 plus grandes plateformes. Vous le voyez comme moi à l'écran. Le temps passé par moi maintenant, une donnée que je vous ai partagée également l'an passé et qui a continué de très bien évoluer cette semaine, c'est peut-être une des slides pour lesquelles vous allez vouloir prendre un screenshot. On commence avec YouTube où on est à 19 heures et des poussières par mois, une augmentation de 2 heures par rapport à l'an passé, year over year, YOY. On poursuit avec Facebook où on est à un temps moyen de 16h52, plus 1 heure par rapport à l'an passé. On poursuit avec Instagram où on est à 12h30, plus 3 heures. Et on termine avec TikTok. TikTok. TikTok, selon vous, combien de temps moyen passé par mois? 25? 40? On est à 38. 38. Ouais. Fait que oui, vous pouvez sortir vos téléphones, screenshotter ça.
Les implications. Puis on a vérifié toutes les données, là. Même moi, quand je l'ai vu, j'étais comme, je ne peux pas présenter ça. Puis pas être sûr des données. Les données sont béton, tried, trusted and true. C'est vraiment ça. Quelles sont les implications de ça? Elles sont très importantes. Est-ce que je suis capable ce matin d'être empathique avec toutes ceux et celles qui ne peuvent pas utiliser la plateforme parce qu'ils sont dans le milieu de l'éducation publique, parapublique? Grande empathie avec vous. On pourra discuter autour d'un café, peut-être tantôt, des solutions et des moyens de contournement. Je vois des têtes qui se hochent. Pour tous les professionnels dans la salle qui, malheureusement, ne peuvent pas utiliser cette plateforme-là pour des raisons qu'on comprend très bien et qui peuvent être légitimes aussi, tout à fait. Les enjeux de gestion des données de ByteDance, la compagnie mère de TikTok, sont amplement connus et bien documentés. Puis ce n'est pas des niaiseries, c'est vrai que ça arrive. La publicité sociale domine largement et pour la première fois, donc dernièrement, a dépassé les investissements en publicité vidéo et en publicité search sur les plateformes numériques. Donc, clairement, on sent un glissement dans nos plans médians. Je me souviens, il y a quelques années encore, la publicité sociale était un peu le parent pauvre ici. Maintenant, avec le temps moyen passé en ligne qu'on voit et la robustesse des plateformes publicitaires qui sont mises à notre disposition, sans surprise, la pub fonctionne très bien et va chercher des investissements importants. Meta, YouTube et TikTok qui se partagent la terre des investissements ici, sans surprise. En rouge, on voit que Meta domine largement la part des investissements. Et ensuite, que YouTube et TikTok arrivent à peu près nez à nez dans la division des investissements en achat de médias numériques. Dernière slide de stats, là, juste pour être sûr qu'on est là. En hausse aussi au Canada, donc les dépenses en achat médias numériques au Canada cette année s'élèvent à 4,7 milliards, une augmentation de presque 10 par rapport à l'an passé, et elle représente 22 des dépenses en publicité numérique. Ce qu'on voit ici par rapport à la slide précédente, c'est donc un léger décalage dans les investissements canadiens par rapport aux autres investissements, dans la part que peut prendre les publicités sociales au sein des publicités des investissements numériques. Ce que font les usagers maintenant sur les plateformes, ils passent du temps libre, ils lisent des nouvelles, je ne sais pas comment ils font pour lire des nouvelles, ils cherchent du contenu, ils trouvent des idées, ils découvrent ce qui se dit sur eux, sur plein de choses, ils cherchent des communautés, ils trouvent des idées d'achat, ils partagent des opinions, ils écoutent des diffusions en direct, ils vivent du FOMO, ils écoutent du sport, ils regardent du contenu de leur marque préférée. Ce que je veux vous dire à travers ces défilements-là, c'est quand on sonde les Canadiennes et les Canadiens sur leurs intentions, quand ils passent ces 2 heures-là en ligne sur les plateformes sociales, consommer du contenu de marque vient tard dans la liste. Encore. C'est tough, mais c'est un constat qu'il faut connaître et il faut se le rappeler. On est au mieux invité sur ces plateformes-là et c'est une réalité qui reste encore aujourd'hui, plus de 15 ans après la naissance de la majorité de ces plateformes-là. Ils ne sont pas là, a priori, pour nous voir. Il faut garder ça en tête. Puis ce constat-là va être transcendant dans le restant de mon propos de ce matin et je pense de ceux de mes collègues qui vont venir aussi aujourd'hui. Deuxième grand message que j'ai, maintenant qu'on a dressé le grand portrait d'ensemble de la situation, deuxième grand volet de mon allocution de ce matin, en rafale, quelques grandes tendances et quelques grandes nouvelles qui ont structuré la grande année très occupée que l'on vient de terminer sur les plateformes sociales. Puis il y en a eu pas mal. D'abord, les Reels, toujours en forte hausse. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le short le plus vu de l'histoire des shorts sur YouTube, avec quelque chose comme 3,2 milliards de vues. C'est super cute. C'est un petit bonhomme qui fait son déjeuner sur une pierre comme ça. C'est cuteness overload total. Et c'est le short qui a le plus fonctionné sur YouTube dans l'histoire de la chose. Les vidéos verticales courtes, comme je le disais d'entrée de jeu tantôt, continuent de très bien aller, et ça, sur toutes les plateformes. C'est ce qui augmente le temps moyen passé en ligne de tous les usagers, clairement. Le stickiness de la plateforme, le fait d'y aller plus souvent et d'y passer de longues minutes en oubliant un peu le monde extérieur à la recherche d'émotions, bien clairement, c'est ça.
Et c'est ce qui explique le fait que le vidéo le plus vu, ça soit celui-là, je pense. On comprend très bien que ce soit le vidéo d'un petit bonhomme qui se fait son déjeuner super cute comme ça, quand on réalise que ce que les usagers recherchent, c'est un saut émotif. Puis ça, c'est capital dans tout ce qu'on va dire ce matin. Ce qu'ils cherchent, c'est un saut émotif et c'est impossible de ne pas ressentir ce saut émotif-là quand on regarde quelque chose de cute comme ça. T'sais? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre contenu de marque? Et qu'est-ce que ça veut dire pour notre stratégie de contenu et notre ligne éditoriale? Les plateformes déploient graduellement le commerce direct. Vous l'avez vu comme moi sur Instagram qui a déployé des solutions de commerce direct qui sont très, très performantes. TikTok emboîte le pas aussi. Ce que l'on voit en ce moment, c'est un petit décalage par ailleurs entre le commerce direct en Asie et celui qui est fait ici. En Asie, il y a des plateformes totales, celles dont Elon Musk a commencé à parler il y a quelques mois, le rêve d'une très grande plateforme qui gère toute notre vie, de notre compte en banque jusqu'à nos cartes de crédit, nos interactions sociales et tout le reste. En Asie, il y a des plateformes de ce type-là et le commerce direct sur les plateformes sociales est un geste qui est très, très bien intégré. Ici, ça s'en vient de plus en plus, clairement. Les podcasts sur YouTube sont devenus énormes et clairement que ça propulse la mode des podcasts. On les croyait morts et enterrés il y a quelques années. Ils sont renus de leur, ils sont renés de leur cendre, de leur cendre de très, très belle façon. Et maintenant, pour des leaders d'opinion comme pour des marques, ils représentent des véhicules qui sont très, très intéressants et très porteurs de ces messages-là. Au niveau des tendances publicitaires, la messagerie directe est de plus en plus en vogue. On fait du one-to-many et on fait du one-to-one. Avec des exemples que je vous ai donnés ici à l'écran, ça fonctionne très, très bien. Évidemment, ça implique à l'interne des solutions de prise en charge de ça qui sont importantes. Heureusement qu'on a maintenant l'IA avec nous pour nous aider à gérer un flot d'interaction comme ça. Toutes les plateformes intègrent désormais l'IA. Oui, c'est une petite joke, c'est une belle coquille qui est à l'écran en ce moment. L'IA, c'est super. Ça nous permet de se brancher un feed sur Amazon, puis d'automatiser des rédactionnels de descriptifs de produits comme des boyaux d'arrosage. Mais ça ne fait pas l'économie d'une relecture à un moment donné de quelqu'un qui dit « OK, time out, il y a quelque chose ». Mais clairement, l'IA est dans toutes les plateformes. Ici, je vous ai donné l'exemple d'Amazon, mais c'est vrai également partout. Ça permet de sauver du temps, de travailler plus vite, puis on va revenir sur l'importance de ça dans quelques minutes. Les mesures ensuite pour protéger les jeunes commencent à se poindre le nez. En tête de liste ici, l'Australie qui a annoncé récemment la volonté de déposer un projet de loi pour limiter et interdire aux 16 ans et moins l'utilisation des plateformes sociales. Je pense qu'il va y avoir là un mouvement qui va s'étendre au-delà de l'Australie. Vous le savez possiblement comme moi, puis c'est correct de le reconnaître ici. L'impact de ces plateformes-là sur le développement cognitif des plus jeunes générations est connu, de plus en plus documenté, clairement. L'Australie a décidé d'emboîter le pas avec ce projet de loi. C'est loin d'être fait. Et tout le monde se demande comment vont-ils être réellement capables d'implanter ça, de réglementer. Il y a plein de barrières qui se dressent à l'horizon devant eux, c'est sûr. Mon instinct, ils ne seront peut-être pas les derniers. Et je pense qu'ils sont les premiers d'une série qu'on va continuer de voir dans les années à venir. Sans surprise, puis vous l'avez vu comme moi, X a été banni au Brésil à défaut d'avoir déployé suffisamment de ressources pour gérer la désinformation, les fake news, le harcèlement et autres. Le gouvernement brésilien a sévi. Musk disait qu'il allait se battre et finalement, il ne s'est pas battu. Puis en date d'aujourd'hui, il n'y a encore personne au Brésil, à part ceux qui utilisent des VPN et ce genre de patentes-là, qui utilisent X. Donc, fait à suivre aussi. TikTok, face à l'incertitude, une défense juridique contre la vente forcée des États-Unis. Vous l'avez vu comme moi dans les nouvelles cette année. En gros, retour rapide là-dessus. Les Américains, compte tenu des enjeux de sécurité de l'information auprès de ByteDance, la compagnie mère de TikTok,
ont lancé un projet de loi, c'est encore au stade de projet de loi, qui fera en sorte qu'une partie minimale de ByteDance et donc de TikTok passerait vers des intérêts américains pour en avoir un certain contrôle et s'assurer de la conformité des données. C'est un projet de loi en ce moment. On va voir où tout ça va venir. Mais alors que ce projet de loi-là faisait couler beaucoup d'encre il y a quelques mois et soulevait des passions, comme on le voit à l'écran, un tout nouveau récent sondage fait par Pew Research Marketing nous indique que, d'abord, le taux d'adhésion et de support envers ce projet de loi-là s'est rapidement effrité dans les derniers mois. Et ensuite, que une proportion non négligeable et maintenant majoritaire des Américains ne croient pas que le projet de loi va finalement avoir lieu. Bien hâte de voir où ça s'en va. C'est un peu une bombe politique en ce moment. Et dans le contexte électoral américain très chaudement disputé, personne ne se mouille depuis quelques semaines là-dessus. C'est un peu une bombe. Les médias sociaux sont devenus première source d'information. Puis quand j'ai lu ce rapport-là il y a quelques semaines, je vous avoue qu'il y a une partie de moi en dedans qui est un peu morte. Là. Mais figurez-vous que le trois quarts des Canadiens ne sont pas conscients, puis ça c'est un rapport qui date de fin août 2024, ne sont pas encore conscients que les médias officiels ne peuvent plus publier directement sur les plateformes sociales. OK. Ça, c'est la réalité. Ce qu'on constate parallèlement à ça, c'est que la grande majorité des usagers continuent par ailleurs de s'abreuver de nouvelles sur les plateformes sociales. L'impact que ça a, c'est une vision de plus en plus biaisée, moins variée, moins officielle du contenu de nouvelles auquel ils sont exposés. On se rappelle qu'on est la seule économie occidentale où ça a lieu depuis déjà un an. Les cookies sont morts. Google a annoncé récemment la volonté de garder une partie de ces cookies-là dans Chrome, mais clairement, ça a une importance capitale sur les stratégies marketing numérique au sein des annonceurs canadiens. Hâte de voir où le projet de Google va mener. On va avoir des nouvelles incessamment là-dessus, mais c'est sûr qu'il va y avoir moins de cookies qu'il y en avait auparavant. Et c'est sûr que les annonceurs canadiens vont devoir acquérir leurs données et développer leurs propres audiences, wink wink, leur propre communauté sociale pour faire face à cette mort de cookies-là. IA et marketing, Gartner vient tout juste de publier un rapport absolument fascinant sur l'impact et les opportunités de l'IA au sein des équipes marketing. Essentiellement, qu'est-ce qu'on retient de ce fabuleux rapport signé Gartner? D'ici 2025, 50% des consos vont réduire l'utilisation des réseaux sociaux compte tenu d'une baisse perçue de la qualité. Puis ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour vrai. T'sais, moi, quand j'ai lu ça, je l'ai lu avec un peu de recul. Ce n'est pas la première statistique que je vois qui annonce une diminution du temps passé en ligne sur ces plateformes-là. Je suis loin d'être sûr que ça va se passer. C'est ce que Gartner nous dit. D'ici 26-60% des CMO vont adopter la technologie d'authenticité pour protéger les marques de la tromperie liée à l'intelligence artificielle. D'ici 80% des rôles créatifs sont chargés d'exploiter la Gen AI, poussant les CMO à augmenter leurs dépenses pour ces talents. Ça, c'est clé. Puis, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah ben oui, c'est clair ». Toutes les agences avec lesquelles je travaille, avec lesquelles je parle régulièrement en ce moment, ceux qui sont souvent en charge de gérer l'intelligence artificielle au sein de leurs équipes, outre des équipes conseils qui gèrent ça, qui utilisent ça pour faciliter des processus de prise de notes, etc. Mais surtout dans les agences, c'est qui l'utilise le plus? C'est les équipes de création avec des directeurs et directrices de création en premier lieu. C'est un outil qui va être utilisé par nos licornes en création et c'est auprès de ces créatifs-là que cette intelligence artificielle a davantage de potentiel, je pense. D'ici 2028, un trafic organique des marques va diminuer de 50% avec l'adoption des techs par les consommateurs. Ça, je suis sûr que ça va arriver. Pensez à votre comportement de recherche. Moi, j'utilise presque plus Google comme outil de recherche quand je cherche des informations générales sur un sujet X, c'est sûr. Plutôt que poser une question puis prompter Google sur un sujet en particulier, passer mon temps à cliquer sur les 5-6 premiers hyperliens, perdre du temps, loader des pages publicitaires. Non,
Je demande à Perplexity, version Pro. Je vous invite d'ailleurs à l'utiliser aussi. Je trouve que c'est un outil magnifique, encore mieux que GPT à bien des égards. Et je sauve du temps à chaque jour en faisant ça. Le comportement des usagers s'en va vers là et l'utilisation des sites web, je pense, va être graduellement en déclin. Ces technologies-là sont arrivées à une vitesse qu'on n'avait pas vue auparavant. Ce qu'on regarde à l'écran en ce moment, c'est le temps moyen que ça a pris pour rejoindre 100 millions d'usagers actifs. Tu sais, Facebook, qui a été un raz-de-marée à l'époque, a pris 4 ans et 6 mois. Instagram a pris 2 ans, 6 mois. GPT, 2 mois. Ouais. Tu sais, quand je dis que c'est une révolution importante qui va changer radicalement la façon avec laquelle on fait les choses, c'est ça. Tu sais, c'est cette vitesse-là. Puis on va continuer de la voir dans les prochaines minutes. L'augmentation de la productivité qu'on attribue à l'intelligence artificielle auprès d'équipes de consultants en services professionnels, ce n'est pas spécifique au marketing ici. On va augmenter la qualité de 12 %, la vitesse de 25 % la quantité de 12 % à la vitesse de 25 % et la qualité de 40 %. C'est clair. Alors, il y a des choses pour nous aider là-dedans. Puis ça, il faut le voir comme une bonne nouvelle. Comme on l'entend souvent là, depuis quelques mois à l'égard de l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va vous voler votre job, mais c'est quelqu'un qui maîtrise bien l'intelligence artificielle qui va l'apprendre. Et je trouve que cette phrase-là, elle est très, très vraie. Elle n'est pas de moi, mais elle est très vraie. 91 % des agences de pub américaines utilisent en ce moment ou explorent l'IA dans leur processus. Alors, il faut s'y mettre. Je n'ai pas le chiffre concret par rapport au Québec là-dedans. Instinctivement, compte tenu de toutes les discussions que j'ai dans les derniers mois, je dirais qu'au Québec, on est peut-être à quelque chose comme 65 %, puis ça s'en vient, mais souvent encore à un niveau assez exploratoire, alors que nos voisins au sud de la frontière ont vraiment intégré ça à travers les solutions que l'on connaît, dont je vous ai parlé déjà l'an passé, comme Jasper AI et plusieurs autres, et des solutions comme GPT, Perplexity. Le progrès, il a été absolument fulgurant, et ça, dans la dernière année. C'est le vidéo, ça, c'est le vidéo que nous proposait l'intelligence artificielle il y a 1 an. Vous conviendrez comme moi, puis il n'y a pas de clin d'œil sur du Will Smith drama ici. C'est juste ce que ça nous donnait il y a à peu près 1 an. Et on est passé, il y a 1 an, des images que l'on voit là à... On va-tu le voir? À ça ici. Ça ici, puis si on peut le jouer, ouais, on va le jouer, puis on n'a même pas besoin de son. On peut tuer le son à la régie, je pense, pour ça. Il n'est pas important. Ce que je veux vous montrer, c'est la qualité de l'image. Puis ce que je veux qu'on retienne de ça, c'est le progrès absolument phénoménal que nous avons parcouru au sein de notre industrie entre les images de Will Smith qui faisaient franchement peur, puis là encore, pas à cause de Smith, et ce qu'on voit maintenant à l'écran, un spot de Coke complètement débile. Ça, c'est le chemin parcouru en 1 an. Ça va être quoi dans 1 an? Ça va être quoi dans 2 ans? Il y a 1 an, un de mes propos, c'était de dire « Sondez vos communautés pour voir à quel point elles sont réceptives ou rébarbatives à l'idée du contenu de marque généré par l'intelligence artificielle. » La réalité, c'est qu'en octobre 2024, la distinction, elle est maintenant caduque. On ne sait plus ce qui vient de l'IA et ce qui ne vient pas de l'IA déjà. Donc, cette distinction-là, à l'œil nu, dans bien des cas, on ne la fait plus vraiment. T'sais. Le New York Times faisait un sondage récemment en demandant à ses lecteurs, en proposant à ses lecteurs un petit quiz pour déterminer des images, des vidéos qui proviennent de l'intelligence artificielle ou pas. Puis les résultats qui sont sortis de ça sont très, très probants. On n'est plus capable de savoir déjà ce qui provient de l'IA et ce qui ne provient pas de l'IA. Le progrès a été absolument fulgurant.
troisième grand point, ça m'amène, ces deux grands premiers points-là, à vous parler des quatre grandes opportunités de se réinventer. Puis je vais aller un petit peu plus vite parce que je suis déjà un peu à la fin. Les perturbations dictent une réinvention qui est vraiment créative. Les budgets marketing continuent de diminuer, sont en moyenne de 7 % des revenus des entreprises. C'est faible, 7 %. Dans l'ordre des choses, pour ceux qui sont plus familiers avec ces ratios-là, 7,7, c'est faible. La saturation des contenus se poursuit avec la vidéo qui a connu une hausse de 20 %. La surcharge des équipes se poursuit alors que les créations des contenus n'est toujours pas automatisée. Ils n'utilisent pas de l'IA. L'investissement s'oriente de plus en plus vers les achats médias. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en achat média, on priorise nos canaux qui sont les plus performants. On met tout le fric là où ça marche le mieux. Saturation des contenus. On prépare des contenus par objectif de funnel avec des contenus qui sont le plus partageables possible. En surcharge, on automatise la charge de travail. On a Perplexity, on a GPT, on a Jasper.ai qui est avec nous. C'est des +1, +2, +3 dans nos équipes, alors qu'on est tous complètement débordés. C'est clair. Surcharge et baisse du budget. On a un plan d'intégration de l'IA. Et l'intégration de l'IA, 48 % des marketeurs manquent de temps pour travailler efficacement. Plus de 60 % sont freinés par des tâches qui sont manuelles. Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'en suis sûr. Le plan d'intégration de l'IA pour marketeurs, une petite citation rapide, il ne s'agit pas nécessairement d'un choix binaire consistant à adopter ou rejeter la tech. C'est une voie médiane qui se veut réfléchie, une voie stratégique qui nécessite de faire un acte de foi qui est aveugle, et je suis vraiment d'accord avec ça. Comment y arriver? Je vous propose un modèle d'adoption ici en 4 grandes étapes. On va découper les rôles et responsabilités de nos équipes com ou marketing. Qui fait quoi? Puis on segmente. On analyse clairement chacune des tâches qui est effectuée. On priorise les transformations. Là, on a le plus de gains avec la tech qui est à notre disposition aujourd'hui. Et enfin, on évalue au fur et à mesure le gain de productivité, le gain de qualité qu'on réussit à faire avec ça, et on continue d'avancer, puis on réévalue vite, genre aux 3 mois, parce que tout ça bouge très vite. Les précisions, je reviens avec les prévisions de Gartner, IA pour marketeurs. La différenciation sans IA ou transparence. Ce que je veux dire par là, on peut décider de se différencier différencier notre marque, notre organisation, en n'utilisant pas l'IA, ou carrément le dire de façon transparente. On va valoriser nos talents créatifs en leur permettant d'utiliser toute l'IA à leur disposition. On va se trouver des alternatives à la baisse de trafic qui s'en vient sur nos sites web, clairement. Le shift de Google Search à GPT, Perplexity et les autres va avoir un impact négatif sur le trafic sur nos sites web. Qu'est-ce qu'on fait pour compenser ça? L'authenticité et la sécurité des contenus sont générés donc par les usagers. Troisième grand point, je vais vite aussi, la priorisation des plateformes. On priorise notre budget, bien sûr, où on va investir proportionnellement dans les plateformes où le persona est actif, basé sur l'analyse des conversions puis la pertinence de chacun de nos canaux. Puis on va aligner les efforts de notre équipe. Je trouve ça fascinant à quel point, souvent, quand je rencontre des équipes de com, la notion d'objectif d'affaires est évacuée de tout ce qu'on fait en contenu numérique ou en médias sociaux. On remet ça à l'avant-plan et on s'assure d'aligner les efforts de tout le monde. Le pouvoir du partage ou comment transformer notre notoriété en considération. On sait, les médias sociaux restent le premier canal d'investissement pour le marketing numérique, mais les consommateurs tentent activement de limiter leur utilisation. Comment le contenu partagé transforme la prise de conscience en considération. Puis on le voit beaucoup, ça. 82 % des usagers ont envisagé un produit suite à une publication partagée, au moins une fois au cours de l'année. Parce que les recos partagés par les familles et les amis servent de preuve sociale, le fameux social proof, qui fonctionne très bien. Comment? Vite. On va cibler ceux qui partagent déjà notre contenu. On crée du contenu que les gens veulent partager. On utilise des pubs sociales pour accroître la notoriété. On encourage les conversions grâce au contenu, puis on s'assure que notre contenu est bien vu. Le contenu qui est le plus partageable, c'est quoi? Le contenu qui est en accord, qui est informatif, qui est humoristique, qui reflète nos valeurs. Et diffuser notre contenu, 3 choses. On va vouloir quelque chose qui est amusant, quelque chose qui est inspirant ou quelque chose de nouveau, un peu à l'image de ce que je vous partage ici en ce moment.
Il faut qu'on ressente quelque chose quand on le voit. C'est un appel à l'émotion et au saut émotif qui est super, super important. Pour ce qui est de créatif, l'atmosphère, la vibe de la marque et tout ce qui est esthétique. En anglais, le mot c'est aesthetics et c'est vraiment ça. Va avoir tendance à très bien fonctionner. Alors, dans ce contexte-là, ben, qu'est-ce que vous allez créer? Il y a un paradoxe du choix ici, puis je terminerai avec ça ici. Le choix, on en a beaucoup, puis on en a trop, en produits comme en contenu numérique. Or, l'immensité du choix ben, crée une paralysie, élève des attentes, diminue la satisfaction, encourage la culpabilité. Et ce choix-là, ben, moi, je pense qu'on en a trop en contenu numérique. Et c'est précisément, à bien y penser, la seule proposition de valeur de TikTok et de l'intelligence artificielle. Faire du bruit dans l'immensité du choix et proposer aux usagers une réponse. Moi, je ne veux pas avoir dans mon feed tout le contenu qui est sur TikTok ou qui est sur Instagram. Je veux que ce contenu-là soit sélectionné, choisi par les gens que je suis, par les marques que je suis. Et au final, la beauté de TikTok et de l'intelligence artificielle, c'est de me faire du choix dans l'immensité de la connaissance et des contenus numériques qui sont autour de nous. Sauf que ça ne sera pas un bon défi parce que ça ne sera pas un défi facile parce que il est démontré que les milléniaux et Z se désintéressent d'un contenu de type publicitaire après 1,3 secondes seulement. C'est tough pour raconter une histoire. C'est tough. Alors, dans ce contexte-là, je vous ramène les 4 grands points. Automatisation de la gestion, IA réfléchie, plateforme performante, contenu désirable. Je pense qu'en travaillant sur ces 4 points-là cette année, on va réussir à ressortir du lot dans un contexte où ça n'arrête pas de changer et les défis sont super importants. Merci beaucoup.